Un grand plaisir de nous retrouver. Débat pour la nation, Grammy Légrand. Nous sommes en direct. Le numéro est là, plus 243 82 41 59 117. Je reçois pour vous spécialement une dame, parce que vous savez très bien, nous sommes à la veille de cette grande journée internationale consacrée à la femme, le 8 mars. Solange Mafuta, qui est la présidente adjointe, si je pourrais dire comme ça, parce que c'est une dame, de la Ligue des femmes au niveau de l'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. On appellerait coordonnatrice adjointe de cette Ligue des femmes au niveau d'Ensemble pour la République. Nous allons revenir, c'est vrai, parler également de ce 8 mars, les droits de la femme, mais nous allons nous atteler sur l'actualité qui reste dominée par cette conférence de presse accordée par Moïndo Nzangi au niveau de l'Est du pays qui parlait des différentes stratégies de la défense du pays. Donc quand on se pose la question comment expliquer qu'un ministre de l'enseignement supérieur universitaire puisse accorder une interview, soit une conférence de presse pour tabler sur des questions liées tellement très stratégiques de notre défense. Nous allons parler également de la marche de ce samedi 11 mars, une marche pour la restauration de la paix en RDC, pour condamner cette agression qui a tué beaucoup de Congolais, plus de 10 millions. Il y a la Mouka, soit SID, Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, également LGD de M. Matata Pogno. Nous allons parler de ça et revenir également sur le processus électoral, les problèmes de financement qui se posent. Denis Kadima continue à décrier ces grands problèmes de financement depuis octobre. Le gouvernement ne finance pas la CENI, un sérieux problème. Aussi longtemps, nous devions respecter les calendriers électoraux, c'est-à-dire que les élections doivent se tenir dans les délais. Nous débutons cette émission. Merci beaucoup à toute l'équipe technique mobilisée. Alors, en tout cas, je vois Luison aujourd'hui. Il est là au point, tout feu, tout flamme. Il y a Sam, Tiani, Belgodor, Fia Lungela et également Emmanuel. Alors, Madame Solange Mafuta, en forme? En casquette, bonjour, en casquette comme les MK, les Sherman Moïse Katumbi. Ben, comme on dit sur le chemin du prochain, c'est le modèle. Sur le chemin du prochain. Alors, il va bien? Il va très bien. Et comment la suite avec son dossier du passeport? C'est déjà Nous attendons. Réglé ou pas encore? Nous attendons les réponses. Ben, apparemment, son passeport était plein. Il a introduit Exactement. pour avoir un deuxième qui a été fait. Mais maintenant, ça traîne au niveau de l'ANR. Pourquoi, on ne sait pas. Au niveau des l'année, Ouais. comment expliquer que les passeports puissent être bloqués au niveau des services de Ben, l'année? c'est ce que nous n'arrivons pas à comprendre. C'est ce que nous n'arrivons pas à comprendre. Ben, il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à comprendre dans ce pays. Il y a beaucoup d'irrégularités, beaucoup de... On est passé, comme on dit, des arrangements à l'africaine à des arrangements à la congolaise. Donc voilà, donc on est En fait, les irrégularités, c'est du côté de Moïse Katumbi ou bien de l'État? Non, son passeport, aux dernières nouvelles, est déjà fait, est déjà prêt. Maintenant, il faut qu'on le convoque. Donc, les passeports est déjà prêt Oui, déjà. il est fait, mais il faut que voilà qu'on le convoque pour lui donner. Non, mais on attend toujours. Donc c'est coincé quelque part chez quelqu'un qui veut faire le gentil toutou au chef de l'État, peut-être, on ne sait pas. Mais Pourquoi vous citez le chef de l'État dans cette histoire? mais parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui pensent que quand ils privent les gens de leurs droits, ils font plaisir à quelqu'un. Mais c'est quelqu'un, c'est pas quelqu'un de sa famille, c'est sûrement le chef de l'État ou vraiment un parti politique en particulier, mais souvent c'est le chef de l'État. Il y a énormément d'abus. Moi, je sais que le chef de l'État ne le cautionne pas, mais eux, ils pensent qu'en faisant ça, en le privant de sortir, en le privant d'avoir son passeport, en le privant de ci et ça, peut-être que ça fait plaisir au chef de l'État. Or non. C'est un excès de zèle, un abus de pouvoir, et c'est déplorable. Dans cet État, décrié comme État de droit. Donc, pour vous, si nous pourrions retenir quelque chose, Moïse Katumbi n'a pas de problème actuellement concernant son passeport, mais ça se trouve plutôt au niveau du gouvernement. Non, il n'a pas du tout de problème. Il n'a pas de problème. On veut juste le voir là, pas bouger. Rester là. Mais on bougera pour lui, il n'y a pas de problème. Donc, vous bougerez pour lui? Ouais. Ah, d'accord. Il n'y a pas de problème. Alors, c'est vrai que on parlerait également de votre marche, ensemble, c'est pour ce samedi. Mais on parle un peu de ce 8 mars, vous êtes une dame, la journée internationale des droits de la femme. Qu'est-ce que vous pourriez dire concernant cette journée à toutes les dames qui vous suivent et surtout la nouvelle génération des femmes qui viennent et qui viendront même après vous, qui seront femmes
étant que majeur, disons comme ça. Et qu'est-ce que vous pourriez dire concernant la République démocratique du Congo, des Congolaises jeunes qui vous suivent? Bon, moi d'abord, ce que je dirais, c'est que les femmes doivent comprendre que c'est pas la fête du pagne. C'est pas la fête du pagne, c'est pas la fête des mères, parce que je reçois énormément de messages disant oui, mais bonne fête des mères et tout ça avec des poèmes dédiés aux mères. Donc on peut être femme sans être mère. Donc on parle vraiment d'un combat des femmes qui se sont vraiment battues pour qu'elles puissent être entendues, pour qu'elles puissent occuper des places importantes, pour qu'elles puissent que leurs droits soient respectés au même titre que les droits des hommes. On parle d'un vrai combat qu'on aimerait vraiment qui perdure et qu'on enlève cette image chez les femmes congolaises que c'est la fête du pagne. Car il faut absolument le 8 mars avoir le pagne et les Indiens, les Asiatiques en profitent, se font de l'argent autour de ça. Là, ce que nous mangeons, il faut savoir que ce que nous avons dans les assiettes tous les jours, 80% de ce que nous mangeons est le fruit du travail des femmes. Beaucoup de femmes ne sont pas scolarisées. Pourquoi? Parce qu'elles vont au champ, elles vont puiser l'eau, elles s'occupent des tâches ménagères. Ouais. Donc, travailler avec les femmes, mettre en place un système qui va faire que le travail des femmes soit moins lourd, faire en sorte que les femmes commerçantes, les femmes qui travaillent de manière informelle, parce que ce sont les femmes qui font tourner l'économie de ce pays, leur permettre d'accéder aux banques, au crédit et tout ça, allégerait, en tout cas ferait avancer ce pays. Ah, nous sommes majoritaires, il y a 52% de femmes dans ce pays, donc ne pas travailler avec 52% des parties de son corps, mais c'est être infirme. Ah d'accord. En fait, la question que j'aimerais vous poser, j'essaie un peu de reformuler, qu'est-ce que vous pourriez dire à la génération qui vient, qui s'est dit que non, je suis femme, c'est plus la beauté, la responsabilité en fait de la femme dans le développement du Congo. Qu'est-ce que vous pourriez dire à toutes ces élèves, en tout cas qui pourraient vous suivre, des femmes bien sûr, des jeunes filles, quelles sont les responsabilités dans la gestion de la res publica? En tout cas, pour moi, il n'y a aucune responsabilité qui est liée à la femme ou à l'homme. Ah, d'accord. Nous sommes pareils. Nous sommes pareils. On peut être très belle, on peut être très... voilà, tout ce qui est de physique qui définit la femme actuellement, en tout cas les critères de beauté actuels. Mais on peut aussi avoir la beauté, l'intelligence. Donc, moi, j'attends les jeunes femmes en politique, j'attends les jeunes femmes dans la science, j'attends les jeunes femmes dans la spiritualité, pourquoi pas, dans tous les domaines où les hommes excellent, eh ben, il faudrait que les femmes soient là. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas une nouveauté. Moi, je suis une femme Yanzi. J'aime bien le répéter parce que connaître ses origines nous aide à comprendre comment appréhender, comment mener vivre avec notre féminité. Moi, dans mon village, j'ai pas de problème d'égalité entre hommes et femmes. Nous avons eu des chefs femmes. Ah, d'accord. Oui, nous avons eu des chefs femmes. Moi, je suis Mouyanzi dans le Kwilu. Ah, d'accord. Oui, donc on n'a pas de ce problème-là. Donc là, déjà depuis les ancêtres, depuis la tradition, depuis la nuit des temps, on n'a jamais eu. Chez nous, c'est pas des royaumes, c'est vraiment des chefferies où les gens sont élus. Donc vous êtes élu, si vous êtes une femme capable, vous êtes élu, vous dirigez. C'est pas un pouvoir cosmétique, hein, donc pour faire joli qu'il y a une femme. Non, les femmes exercent vraiment le pouvoir décisionnel. Donc je n'ai jamais été confrontée à ce genre de complexe, que voilà, parce que je suis une femme, je ne peux pas faire ça. J'ai eu une grand-mère active, j'ai une mère active, j'ai des tantes actives, donc... Alors je pense que les jeunes femmes doivent comprendre ça. Que ce que la femme congolaise est aujourd'hui, c'est le fruit de la colonisation. Oh. C'est le fruit de la colonisation. Oui, c'est le fruit de la colonisation parce que ça n'a jamais été... à l'époque, ce n'était pas un problème qu'il y ait une femme ou un homme à un poste de responsabilité. Les Occidentaux, quand ils sont arrivés, ils se sont dit, eux, ils n'avaient pas encore tous ces droits-là. Ils n'avaient pas encore toute cette liberté-là. Oui. Je dis souvent aux gens de se renseigner. On a eu en Afrique la première constitution du monde. La première constitution du monde, parce qu'on n'a pas trouvé de plus ancienne, est africaine. Qu'on appelle le pacte ou le contrat de Manding. Donc, là-dedans, il y a la place de la femme. Ça date de 1200. Et c'est seulement 700 ans après que la femme française a eu le droit de vote. Mais nous, on avait déjà le droit de participer au gouvernement, de participer à toutes les discussions. Donc, nous avons quand même perdu beaucoup de temps à essayer de copier l'Occident, à essayer de nous battre pour des droits alors qu'on n'a pas du tout de problème.
Ah d'accord, là c'est intéressant. Alors, les thèmes pour ce 8 mars, c'est pour un monde digital et inclusif, Voilà. innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Est-ce, pensez-vous, Je vais vous la dire dame déjà... congolaise ordinaire pourrait Non. comprendre ces thèmes? Je vais vous dire Ou bien c'est carrément, trop sophistiqué? je vais vous dire carrément que je n'ai jamais été d'accord avec les thèmes proposés par l'ONU. Je n'ai jamais compris comment le Congo, en tant que pays membre de l'ONU, n'a jamais proposé un thème qui lui corresponde. Qu'est-ce que la maman du Kouilou va faire avec les médias, les machins et tout ça? C'est vrai. C'est trop savant même pour un C'est monde vrai. digital et inclusif, innovation et C'est vrai que technologie. maintenant, avec la technologie, on a les paiements par téléphone. Donc, on a un peu Exactement. ces genres de choses-là qui sont partout, que ce soit au village et tout ça. Mais tous ces thèmes sur l'environnement, sur les médias, sur ceci, ce ne sont pas des thèmes qui nous correspondent. Surtout nous, les Congolaises, qui vivons dans un pays attaqué, avec un grand nombre de femmes violées. On a des problèmes sécuritaires, on a des problèmes de réintégration des femmes. Parce qu'il ne faut pas croire, Kinshasa n'a que 10% des femmes de ce pays. Oh, Kinshasa n'a que 10%, N'a que 10% des femmes. Les autres femmes sont en milieu rural. Donc, toutes ces femmes-là, leurs problèmes, c'est important. Il ne faut pas penser que voilà, les problèmes des Congolaises, c'est les problèmes des Quinoises. Non, pas du tout. Et quand vous allez à l'intérieur, vous trouvez qu'il y a encore énormément de difficultés pour les femmes. Il y a même des villes où il n'y a même pas une seule candidate femme. Exactement. Aucune. Ah, Et personne ne lui interdit. C'est juste que, bon, ça ne s'est jamais arrivé, et puis voilà, on a tous peur d'innover. Alors, il y a des thèmes que nous pouvons mettre en place, il y a des thèmes nationaux, mais les thèmes nationaux aussi ne correspondent vraiment rarement aux besoins de la population. Alors moi, en tant que quand même cadre d'ensemble, femme cadre d'ensemble, on essaye de proposer des thèmes qui nous correspondent, en tout cas aux femmes que nous rencontrons. Ah d'accord. Et qu'est-ce que vous prévoyez au niveau d'ensemble? Vous êtes la vice-présidente de la Ligue des femmes. Qu'est-ce que vous prévoyez? C'est l'année électorale. Ouais. Donc les femmes doivent comprendre leur rôle, leur droit. Le droit au vote, il y a beaucoup de gens qui ont boudé l'enrôlement, disant que ouais, ça ne sert à rien parce que notre voix n'est pas entendue. Quand nous votons, c'est jamais la personne que nous votons qui est, voilà, parce avec tout ce qui se passe, que nous connaissons tous, tout ce qu'ils voient, tout ce que les mamans voient, tout ce qu'elles entendent, ça ne leur donne pas envie. Mais alors il faut aller vers elles pour leur expliquer que c'est un droit en fait. Ah, donc vous aviez prévu une sensibilisation? Non, ça on a une déjà fait conférence? depuis Ah, et on continue encore Et à le pour faire. demain, Mais là pour le mois de le mars, 8 mars, on organise une grande activité à Fatima Quand? le 17. Les 17, ah, d'accord. Le 17 de ce mois, avec sûrement une intervenante extérieure Ah, d'accord. pour montrer que voilà, c'est pas un combat que des Congolaises, il y a d'autres pays aussi où il y a des femmes qui se sont battues et que leur combat commence un peu à aboutir parce qu'il faut des modèles. Exactement. Il faut des modèles, il faut des types à suivre. Exactement. Et ça, Des références. ouais, des références, et ça nous manque énormément ici. Alors, merci beaucoup. Emmanuel, est-ce l'image est prête si nous pourrions avoir ces petits extraits de la conférence des presse accordée par M. Mouindo Nzanguila? On entre dans la pleine actualité parce qu'on en parle depuis ce matin. Si c'est prêt, vous nous les balancez cet extrait. Ce qui concerne les étudiants, par exemple, nous avons fait appel à des sociétés de sécurité qui ont de l'expertise dans ces domaines-là, qui vont devoir nous aider à former les étudiants. Et ceux qui les voudront, bien évidemment, feront faire partie de cette réserve nationale. Donc, ne vous cachez plus. À partir de ce moment ici, vous n'êtes plus de force négative. Vous devenez des réservistes. Et c'est important de le dire. Je veux que ce message passe. Cet texte fondamental, puisque les gens, tout le monde s'étonnait. Des Congolais, j'en vois aussi ici à Goma qui disent Inji haitaenda hivi na tuko tunaona. Mais qu'est-ce qu'on fait d'eux? Est-ce qu'ils sont négatifs ou c'est les Congolais qui défendent leur pays? Et moi j'ai toujours cru, si vous voyez mes écrits depuis le début, je me souviens d'une conférence que j'avais faite ici juste une semaine après le retrait du M23 à Full Gospel, j'avais dit aux gens, nous devons nous préparer, cette guerre reviendra. Nous devons nous préparer, et vous avez vu en Ukraine comment les Ukrainiens sont en train de défendre leur pays. Les gens qui étaient avocats, les gens qui étaient des juges, les gens qui étaient des étudiants, ils se sont reconvertis en une minute à des militaires. Et ils défendent bien leur pays. Nous, au lieu de passer le temps
sur Facebook en train d'injurier les militaires qui ont reculé, en train de faire dire des histoires. C'est l'État pour nous préparer. Donc, soyez prêts. Tous ceux qui sont d'accord avec cette idée-là, on ne va pas forcer les gens pour l'instant, même si la loi nous le permet. La loi permet au président de faire une mobilisation générale. Vous l'avez vu en Russie. Le président russe a dit tous ceux qui ont des 18 à 35 ans vont être réquisitionnés par force. Et vous avez vu les images. Donc le président peut aussi le faire puisque la Constitution le lui permet. Mais pour l'instant, tous ceux qui veulent défendre leur pays et qui ont des notions de l'armée, ou même ceux qui n'en ont pas encore et qui peuvent les recevoir le plus rapidement possible, vous allez faire partie de la réserve. Et si le M23 ne respecte pas ce qu'il a pris comme engagement devant les chefs d'État de la région, bien évidemment, nous n'aurons pas d'autre choix que de nous battre, puisque si nous ne nous battons pas, notre pays risque d'avoir des histoires compliquées. Alors, c'était là M. Moïndo Nzangi, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Alors, madame, vous l'aviez suivi, et qu'en pensez-vous? Parce que ça suscite un débat déjà depuis le matin au niveau de la toile. Est-ce qu'il est d'abord habilité de parler de ces genres des choses, lui étant que le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire? Et puis nous entrons dans les contenus. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, le fonctionnement de ce pays est totalement ubuesque. C'est incroyable qu'il y ait un ministre de la Défense, qu'il y ait un ministre de l'Intérieur, qu'il y ait un ministre de la Justice, qu'il y ait un ministre de ci et de ça, et que voilà, c'est le ministre de l'Enseignement qui va commencer à mettre en place un système de défense pour le pays. Où sont les 48 millions, j'ai envie de demander de l'université, alloués à l'université. Nos 48 millions de RAM, ça, on n'en parle plus. Donc, voilà. Les jeunes recrutés, on a vu dans les vidéos qu'on avait déjà recruté des jeunes pour aller nous aider, pour aller prêter main forte au FARDC, où en sont toutes ces démarches, les entraînements, les moyens mis à leur disposition. C'est où, au fait? J'ai l'impression qu'on ne respecte pas la population. On ne respecte pas la population. C'est un manque de respect de venir raconter des choses comme ça que voilà, on va essayer de faire. C'est une milice, au fait. Donc, je ne sais pas, une milice où il est en train de mettre en place quelque chose qui peut devenir dangereux pour la population. Ah, où est l'armée Où est l'armée de l'Afrique de l'Est? Donc, on prend toujours des décisions qu'on n'arrive pas à assumer. Nous perdons plusieurs villes qu'on laisse sous le contrôle de ces personnes-là qui sont des étrangers, sans savoir qu'est-ce qu'ils ont dans leur programme, sans savoir quels sont leurs agendas, sans savoir exactement ce qu'ils viennent faire. Bunagana, on en parle ou pas? On n'en parle plus. Des vraies questions, alors. Donc, il y a des choses, et je pense que ces gens-là, ils sont trop payés pour ce qu'ils font. Ils font du théâtre. Et ça fait pas rire la population. Mais non, il n'est pas habilité à faire ça. Pour moi, il n'est pas habilité à faire ça. Qui lui donne le droit? Mais quand le pays brûle, c'est tout le monde qui met sa main. Oui, tout le monde met la main à la pâte, oui, mais tout en respectant certaines règles. Tout en respectant la loi, tout en respectant... Il aurait pu faire ça à huis clos, sans nous mettre... Parce que là, nous devenons tous complices, parce qu'on le sait. Si ces gens, cette milice qu'il est en train de mettre en place, commence à agresser la population et tout ça, nous le savons tous. Ils viennent d'où? Il dit à ces gens, ne vous considérez plus comme des forces négatives, c'est-à-dire, vous êtes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, voilà, allez, on est tous baptisés et tout le monde commence à faire le bien. C'est pas un dessin animé. Il y a des vies en danger. Pourquoi on n'améliorerait pas d'abord la situation des militaires qui existent déjà dans l'armée? Pourquoi? Donc il y a déjà un sérieux problème au niveau de la situation. Il y a déjà un problème d'organisation déjà dans l'armée. Qu'on mette des gens qu'il faut à la place qu'il faut, qu'on les considère. Nous, quand on grandissait, on se disputait pas avec les militaires. Déjà, on ne les voyait pas dans la rue tous les jours, on ne les voyait pas dans les bars, on ne les voyait pas en train de racoler sur la route et tout ça, d'harceler les passants. Vous venez à GB, vous allez voir qu'il y a des barrières un peu partout, des militaires qui sont là, qui demandent le café tous les jours, matin, midi, soir. Et le soir, vous les voyez tous ivres. Des militaires qui demandent des cafés et les soirs sont ivres. Il y a des petites ficelles comme ça qu'on met, genre barrière. Pourquoi? À l'occasion de quoi? Ben oui, il y a des militaires qui sont venus là, qui ont mis des ficelles. Et il faut payer avant de passer. Et ces gens-là, si on améliore déjà les conditions de vie des militaires, qu'on améliore le social des militaires, je pense que ces gens-là feront la guerre avec joie. Mais si on est en train d'entasser des pauvres dans des camps,
Hein, vous voyez au camp Kokolo, tous les enfants qui mendient dans la rue là. Vous voyez au camp Lufungu, là, les enfants des policiers qui sont devenus aujourd'hui des Koulouna. Tous les camps, en fait. Tous les camps font naître des petits monstres. Alors, oui. Et maintenant, donc, je termine mon idée qu'on améliore leurs conditions de vie. Ils feront la guerre avec plaisir. Mais si c'est pour rajouter encore nos enfants qu'ils enrôlent et dont on n'a pas de tout de suite, et qu'on prenne encore des gens qui sont de forces négatives, qui deviennent des forces positives ou des forces, je ne sais pas comment expliquer, mais on revient encore à l'histoire de Kabila Père, qui a été prendre des gens qui sont plus repartis et qui sont devenus nos amis, nos ennemis d'aujourd'hui. Quel sera l'œil de la communauté internationale en écoutant? C'est là que désormais les FRDC, les forces au niveau de la République démocratique du Congo, travailleront avec des milices, avec une milice. Mais nous serons vus de quelle manière? De toutes les façons, déjà avec l'arrivée d'Emmanuel Macron ici, de ce qui a été dit publiquement, je pense que même, peu importe ce que nous allons faire, la communauté internationale n'aura plus du tout confiance au Congo. Oh, c'est vrai? Ah, mais oui. Ce que nous pourrions faire, la communauté Non, c'est fini, c'est terminé. Pourquoi? C'est terminé. On est doué pour ça, en fait, pour se tourner en ridicule et pour faire les clowns dans ce théâtre-là. On est doué pour ça. On a pris, comme je l'ai dit, je disais tout à l'heure, on a pris le représentant permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, un Macron, un président de la France, chez qui on devait marteler, parler, crier que voilà, ça ne va pas et qui prennent vraiment qu'il y ait des décisions, qu'il y ait des sanctions claires vis-à-vis du Rwanda et de tous les agresseurs, Ouganda et tout le reste. Non, on l'a emmené prendre un verre, on l'a emmené boire. On l'a emmené voir que les Congolais vivent en toute quiétude malgré la guerre. C'est ça le message que le monde entier a compris. Et nous sommes ridicules. Parce que tous les jours, nous crions. Donc, le message transmis est que la population vit en paix. Mais il nous a manqué de respect déjà en disant devant l'opinion publique qu'il y a eu des arrangements à l'africaine. Un compromis à l'africaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président que nous avons n'a pas été élu. Bon, je ne sais pas en tout cas. C'est ce que ça veut dire. Quand quelqu'un a été élu, il n'a pas de... Il n'a pas achevé son idée, il a dit qu'il ferme la parenthèse. Il a fermé la parenthèse dans notre pays. Donc, il est venu chez nous, il a ouvert une parenthèse et il l'a refermée. Ça, il ne peut pas faire ça dans un autre pays. Il ferait ça au Mali aujourd'hui, il serait peut-être avec un pansement quelque part. Oui. La question que la plupart se posent, si Macron descendait comme ça dans un quartier populaire, alors, au niveau des Burkina Faso, ça n'allait pas exister. À Bamako, ça n'allait pas exister. À Dakar, on ne peut même pas rêver de ça. Donc, il est venu, il a ouvert une parenthèse, il a sorti quelque chose de grave. Donc ça veut dire que vous savez comment vous avez été parachuté là. Vous savez, voilà, et tout, Jean-Yves Le Drian, nanani, nanana, il a sorti des choses comme ça, et il a osé fermer la parenthèse dans notre pays. Alors, ce que nous allons demander, c'est que son ami Fali lui demande de venir ouvrir la parenthèse. Qui, son ami? Pour que nous puissions savoir c'est quoi ces arrangements-là, c'était quoi, de quoi il est question réellement, parce qu'on ne peut pas continuer à jouer avec la vie des Congolais. Et tant qu'il n'y aura pas de président élu, légitimement, qu'il y ait des présidents vraiment que les Congolais... Il y a un président, non? Que les Congolais se reconnaissent. Non, là maintenant nous avons des doutes. Nanga aussi commence les langues se délient. Voilà, je crois que la Castel que Macron a bu, tout le monde est ivre. Ça a saoulé tout le monde. Alors maintenant, tant que le Congo n'aura pas de président choisi par le peuple, élu par le peuple, mais il ne sera jamais accompagné. Et qui peut réussir le défi de relever ce pays s'il n'est pas accompagné par le peuple? Et c'est comme ça que le gouvernement se fiche totalement de la misère du peuple, qui est, bon, on nous parle de 16 milliards, les 16 milliards sont où? Parce que nous sommes toujours aussi pauvres, nous avons toujours autant de mal à manger, les salaires n'ont pas augmenté, d'ailleurs le dollar ne fait qu'augmenter, la misère est palpable, la misère, donc la bonne gouvernance et tout ça, on ne la sent pas dans nos assiettes, on ne la sent pas dans nos vies. Et pourquoi? Parce que le gouvernement s'en fout. S'il est issu d'un arrangement, d'un compromis, un compromis, alors, c'est vrai. Alors qu'il vienne un peu ouvrir cette parenthèse-là. On a besoin de lui. On n'a plus besoin que la France vienne nous dire, voilà, vienne décider de qui pourra nous diriger. Cette histoire de bébérisation de l'Afrique, ça, on doit mettre Les présidents ont dit qu'ils ne veulent plus, en tout cas, de cette idée paternaliste de l'Occident.
Ça n'a jamais été, je le répéterai toujours, ça n'a jamais été du paternalisme. Un père ne fait pas souffrir son enfant. Ça n'a jamais été du paternalisme. Un père protège ses enfants, non? Je ne sais pas comment vous avez grandi avec vos papas. Moi, c'est l'image que j'ai du père. Un père protège ses enfants, un père guide ses enfants, un père accompagne ses enfants et les protège. Mais ça, c'est de la domination, en fait. C'est de l'impérialisme. C'est de la dictature. On ne peut pas accepter ça au 21e siècle. Non, nous avons voyagé, nous avons mangé la soupe avec les Blancs. Les Blancs ne nous font plus peur. Il faut le dire. Et on ne veut pas d'un président qui a peur de l'Occident. On ne veut pas d'un président qui va emmener le pays dans toutes les associations farfelues comme l'Afrique de l'Est et tout. On est un pays du centre. Qu'est-ce que le Congo va faire dans les pays de l'Est? Il fait quoi là-bas? Alors, on poursuit, mais j'ouvre un peu cette petite parenthèse également, parce que vous êtes également, vous fréquentez, en tout cas un peu, vous êtes observatrice exactement de ce qui se passe en République démocratique du Congo, le volet social avec ces taux qui continuent de grimper, également l'inflation au niveau des produits, des premières nécessités. Comment faites-vous la lecture de tout ce qui se passe au niveau du marché? Moi déjà je dis, quelqu'un qui touche la dévaluation, oui. Quelqu'un qui touche $100, quand on avait 4 milliards dans la caisse, aujourd'hui avec 16 milliards, il doit avoir 4 fois son salaire. Il devrait toucher $400. C'est logique. Ouais. Mais non seulement il ne touche pas les $400, et en plus ces $100, ça ne vaut plus 19, ça ne vaut plus... par rapport au taux, donc il a plus, ça ne vaut même plus les $100, ça vaut peut-être $90 de ce qu'il avait. Et il faut manger tous les jours avec ça. Pourquoi? Aujourd'hui, c'est au niveau de $2500. Oui, 2500, j'ai vu ça. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Alors, ces 16 milliards sont alloués à quoi? Est-ce qu'ils existent vraiment? S'ils existent vraiment, pourquoi Nani, comment il s'appelle? Kadima dit qu'il n'a pas d'argent pour organiser les élections. Partout, c'est des paquets de promesses. C'est des milliards, c'est 16 milliards de promesses qui viennent s'ajouter à celles que nous connaissons depuis les 4 ans. Donc, cet argent va où? Parce que la situation du social des Congolais est toujours aussi catastrophique. Et ça s'empire, au fait. Ça s'empire, il faut aller à la cité. Moi, je vais souvent à la cité par rapport au parti, mais ce n'est pas possible. Des fois, on a même honte de parler à ces gens-là parce que ces gens ont perdu toute confiance vis-à-vis de l'État. L'État a échoué dans toutes ses missions, surtout la première mission, celle qui est de protéger la population. L'État ne nous protège pas. L'État ne nous permet pas de vivre dignement. L'État ne met pas à notre disposition les infrastructures nécessaires pour nous permettre de vivre de manière responsable. L'État nous permet juste d'accompagner les voleurs. Tous nos enfants vont devenir des porte-sacoches de politiciens et tout ça. Et c'est tout ce qu'on a comme avenir. C'est ça, en fait, réussir ici au Congo ou partir. Donc, c'est ce qu'on appelle la fuite des cerveaux. Il y a également la fuite des cerveaux. C'est fini, il n'y a personne qui a envie que son enfant reste ici. Pourquoi faire? Ah, d'accord. Pourquoi faire? On n'aime pas les gens qui travaillent. Si vous commencez à faire votre émission et qu'elle est bien et que vous invitez des gens qui vous disent des choses, des vraies choses, on va vous embêter. On n'aime pas les gens qui travaillent. On aime les gens qui chantent pour les politiciens, qui invitent les politiciens sur les plateaux pour qu'ils viennent dire des absurdités. On aime ça ici. Ah, d'accord. On aime abrutir la population. Mais ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Surtout depuis ce régime. Tout ça a été multiplié, amplifié, accentué. Alors, on parle un peu, on ouvre également une brèche sur la question qui fait également polémique, les contrats chinois, où on citerait également les noms de Moïse Katumbi, étant que le gouverneur à l'époque de l'ex-Grand Katanga. Comment réagissez-vous? Comment aviez-vous appris, en tout cas, ces messages quand on a cité votre leader dans cette histoire? Moi, ça m'a pas du tout ébranlé. Ça m'a pas du tout. On entendra le nom de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi fait peur. Il faut le dire. Et n'importe qui aurait peur. Même moi, si j'étais en face de lui, j'aurais peur. Il fait peur ou bien c'est une machine. C'est une machine. C'est une personne qui a pu, en étant en exil, mettre en place un système qui a fait que, bon, voilà, Lamouka a eu un candidat qui a eu le pourcentage que nous connaissons. Il fait peur parce qu'il a une vision qui est claire et il travaille. Et ça, les Congolais n'aiment pas. Les gens qui travaillent, il a géré, mais il répondra.
Ce gars ne quittera pas ce pays parce qu'il est accusé de quoi que ce soit. Il ira jusqu'au bout, il ira au tribunal s'il faut, il fera les démarches nécessaires. Mais il ne faut pas imaginer qu'une accusation ou tout ce qui se raconte va un jour faire fuir Moïse Katumbi de ce pays. Jamais de la vie. Moïse Katumbi ne fuira pas ce pays. Non. Il restera ici. Non, à moins qu'il en soit contraint pour sa sécurité, comme Kabila l'avait fait à l'époque. Mais là, maintenant, si on est vraiment dans un état de droit, je mets vraiment des grandes parenthèses plus grandes que celles de Macron, il ne partira pas. Il est là. On dira de tout, qu'il n'est pas congolais, qu'il est voleur, qu'il est assassin, qu'il est ceci. Mais on devra faire avec. Vous reconnaissez que c'est grâce au président actuel que Moïse Katumbi est de retour et maintenant vit ici, il vit actuellement ici après l'exil de Kabila. Vous reconnaissez du moins ça ou non? Bon, grâce, c'est un peu trop dire. Parce que il avait un problème avec Kabila. Il n'avait pas du tout, il n'avait aucun problème avec son frère, parce qu'à l'époque, ils étaient frères, amis, c'était les meilleurs amis du monde. Donc, il n'avait pas du tout de problème avec, avec le président actuel. Donc, il n'y a rien qui lui interdisait de revenir. Il n'a pas eu d'autorisation. Il a pris son passeport et il est venu. Donc, ça aurait été... Mais c'est grâce au président de la République qui a accepté qu'on lui accorde, qu'on renouvelle son passeport, non? Mais il avait même... Pourquoi il aurait dit non? Pourquoi on vous dirait non si votre passeport est fini? Donc, toutes les personnes qui ont des passeports, ils doivent dire merci au chef de l'État. Toutes les personnes qui ont des passeports en main aujourd'hui doivent dire merci au chef de l'État. Je ne sais pas. En tant que citoyen congolais, c'est tout à fait normal que tu n'as plus ton passeport, tu fais ton passeport, tu prends ton avion, tu reviens dans ton pays. Pourquoi ça serait grâce à une personne? Comment, en fait, je ne comprends pas ce côté-là de c'est grâce à telle personne. Bon, on peut pas, on a aidé aussi le chef de l'État à mettre en place l'union sacrée. Hein? Dont la vision était tellement floue qu'on a quitté le chemin parce qu'on avait peur de faire un accident. Mais on a fait ce qu'on pouvait. Ah, d'accord. On a fait ce qu'on pouvait, on a aidé, on a adhéré à l'Union sacrée et on a aidé le président comme on pouvait, on a vraiment fait ce qu'on pouvait et puis maintenant, on avance. C'est vrai qu'on prend le tout, les actualités qui nous arrivent, ainsi de suite, on prend le tout. Je vous ai écouté ici dire que non, apparemment vous étiez en train de méconnaître les efforts de la force de l'IAC. Mais là, hier, en tout cas, je les prends également. Moïndo Nzangi a affirmé que c'est grâce à cette force qu'on a aujourd'hui Goma. Si ces forces n'étaient pas là aujourd'hui, certainement Goma serait pris déjà. Où en est Bunagana? Oui. Parce qu'avec des si, comme on dit, on mettrait Paris dans une bouteille. Où en est Bunagana? Parce qu'on n'en parle pas assez. Je pense qu'on ne crie pas assez par rapport à ça. Alors, tous les jours, on voit encore des images de femmes avec des baluchons sur le dos, avec des bébés sur le dos, qui sont en train de fuir, qui cherchent un endroit pour se cacher, pour vivre en sécurité. Ils sont où, cette force-là? Elle est où? Elle est où? Les FARDC sont où? L'État est où? En tout cas, on ne peut plus faire semblant. On ne peut vraiment plus faire semblant. Il faut le dire. Nous ne sommes pas sécurisés. Et l'État a failli à sa responsabilité de nous sécuriser. Et il faut arrêter ce massacre. On entre également dans le processus. On doit arrêter tous ces accords. Parce qu'il faut aussi qu'on nous explique les 14 mois des M23 ici à Kinshasa, où ils sont venus pour parler de quoi il était question dans leurs échanges avec le chef de l'État pendant qu'ils étaient ici à Kinshasa. Pour qu'ils rentrent comme ça énervés. De quoi ils ont parlé? À un certain moment, il faut qu'on nous dise la vérité de ce qui s'est passé. Il faut qu'on nous dise, quand le chef de l'État dit que voilà, il a tout donné à Kagame, mais Kagame, il a poignardé dans le dos. Il a donné quoi? Il a donné quoi? Donc, on va aller de compromis en compromis. Ça, c'est le pays des compromis. Et vous voulez que les gens viennent investir. Vous voulez que les gens viennent vous aider à finir la guerre. Vous voulez que les gens... En fait, vous pensez qu'il y a des gens qui sont assez fous pour envoyer leurs enfants mourir pour vous pendant que vous buvez dans les bars. C'est ça, en fait. Alors, on prend très vite alors les processus électoraux. Processus non électoral. Processus électoral. En fait, Denis Kadima, vous m'aviez coupé l'herbe sous les pieds.
a dit clairement que non, depuis octobre, septembre, les frais, les financements n'arrivent plus. Mais entre-temps, les ministres Nicolas Kazadi des Finances donne une autre communication. Alors, je ne sais pas, déjà un débat, on croit à qui croit, mais les vrais problèmes, on s'en tient à ce que M. Denis Kadima dit. Avec ces problèmes de financement, quel espoir encore donnerez-vous à la population qui vous suit sur la tenue des élections dans les délais? Bon, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le manque il n'y a pas que cette question de manque d'argent. De l'autre côté, le chef de l'État a dit qu'il y avait un problème au niveau sécuritaire, donc il pourrait retarder. Donc, en fait, tous les discours que nous entendons aujourd'hui nous préparent déjà à l'absence d'élections cette année. Ah, donc voilà, c'est aussi clair que ça. La CENI a reçu l'année passée, au mois de septembre, 23 millions des États-Unis d'aide pour l'organisation des élections. Et il y a énormément de pays qui mettent comme ça leur argent pour permettre aux Congolais d'exprimer leur choix. Et où va cet argent? C'est ça la question. Où va tout l'argent alloué aux élections? On a vu les machines, on a été s'enrôler, on a vu la qualité des machines. C'est des machines, pour moi, je pense qu'on les a reçues gratuitement. Je pense qu'on les a reçues gratuitement. L'enrôlement était, comment je peux dire, pitoyable. Il y a énormément de zones où les gens ne se sont pas totalement fait enrôler. Il y a eu pratiquement plus de 40% de personnes qui n'ont pas eu accès, enfin n'ont pas pu s'enrôler. Il y a des machines qu'on retrouve chez des particuliers. Il y a des machines qu'on retrouve sur l'autoroute, accidentées et tout ça, des cartes d'électeurs vierges. Je pense que vous avez vu ça la semaine passée ou il y a 2 semaines. Une Jeep accidentée sur la route du Kassai avec plus de 40 000 cartes vierges. Pourquoi? Qu'est-ce qui se prépare? Donc on nous prépare à quelque chose et on n'aime pas cette chose-là. Parce que ça va, le sang va couler dans ce pays. Vous pensez que tout est tracé, tout est prévu? Oui, tout est tracé, oui, la table est préparée, la table est mise. Donc la table est mise, ça se voit. Tout ce qu'on nous a dit au départ, moi j'avais totalement confiance en Kadima qui a reçu des femmes cadres des partis politiques. Tout ce qu'il racontait, le calendrier électoral et tout ça, moi j'étais tout à fait... oui, j'étais vraiment tranquille, je me disais que c'est possible. Et tout s'est déroulé totalement à l'encontre de ce qu'il a dit. C'était totalement contraire à ce qu'il a dit. Alors, s'il n'a pas envie d'avoir des problèmes, qu'il quitte ce poste-là. Qu'il laisse tomber cette organisation parce qu'il n'aura pas la chance de Nanga. Il n'aura pas la chance. Il n'aura pas la chance de Nanga. Non, Est-ce non, non. Le non. problème, vous pensez que c'est Kadima ou bien c'est les politiques? Parce que lui, c'est un technicien. technicien. Déjà, tout, comment s'est organisé la CENI, comment ça a été mis en place. Déjà, il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé sur cette manière-là de procéder à la mise en place de ce bureau. Et puis, tout ce mensonge, tout ce qu'on voit là, tout ce qu'on a vu là, il y a des zones où on demande 5 000 francs à chaque personne pour s'enrôler. Et les monnayages. Les vidéos sont là, les adresses sont là, mais il n'y a pas de sanctions, il n'y a rien. Pourquoi les élections, on ne pourrait pas organiser une seule fois quelque chose de respectueux pour la population? C'est ce que je dis toujours. On ne respecte pas le peuple. On ne respecte pas le peuple et toutes les personnes qui ont la possibilité d'être en contact avec la population doivent dire à la population, on ne vous respecte pas. Faites-vous respecter. Le peuple est souverain. Mais qu'est-ce qui explique que vous êtes en train de peindre tout un tableau sombre de ce qui se passe dans ces processus électoraux, mais vous insistez que vous êtes là, vous encouragez la population à s'enrôler aussi longtemps. Vous dites ici que non, tout est prévu, tout est préparé. Parce qu'il y a moyen. La triche, oui. En fait, il faut dénoncer déjà ce qui se passe. Il faut déjà dénoncer. En 2018, mais là, vous cautionnez, non, disant que non, on y va quand même. Non, on le dénonce. On va voir, on va aller jusqu'au bout de cette chose, parce que vous savez comment ça se passe, hein, on va vous faire croire que voilà, il n'y aura pas d'élection, il n'y aura pas ceci, comme ça vous baissez la garde, et puis du jour au lendemain, 3 mois avant, tout se met en ordre et les gens s'organisent. Donc les gens doivent quand même s'enrôler, parce que d'abord, c'est la seule pièce d'identité qu'ils ont. Exactement. C'est la seule chose qu'ils ont, qu'ils peuvent, même si les visages ne correspondent pas trop, mais c'est le seul document officiel qu'ils ont. Donc ils doivent s'enrôler. Alors après ça, vous pensez que les élections, ils vont glisser sans que le peuple descende dans la rue? Ça ne va pas se faire. Ça ne va pas se faire.
on sera contraint d'aller, de prendre des mesures, de faire des choses, de mettre en place des choses qui feront que on ne va pas continuer avec cette mascarade jusqu'en 2024. Non. À un certain moment, si on ne peut pas organiser des élections, il faudra s'asseoir et se dire que non, voilà, soit on met quelque chose, une transition en place, soit on met quelque chose, mais on ne va pas continuer à souffrir comme ça. Le peuple souffre trop, 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 trop. Trop de compromissions. Pour une fois, il faudrait que le président qui est en place soit le choix. Donc vraiment que le résultat des élections soit l'expression même de ce que les peuples veulent. Ah, d'accord. Là, on entre, c'est vrai, on reviendra d'un moment à l'autre sur ce processus électoral parce que le président a également émis certaines craintes en disant que si la paix ne revient pas, ce sera très compliqué pour enrôler les compatriotes de ses côtés. Aussi longtemps, on doit avoir la loi sur la répartition des sièges, déjà d'ici juin plutôt. Et comment vous réagissez entre la paix et le processus électoral? Quelle est votre position? Bah écoutez, qu'est-ce qui se passe par rapport à nous qui sommes dans la politique, c'est que on voit en face de nous des gens qui n'arrivent pas à gérer. Donc, est-ce que qu'il y ait élection, qu'il n'y ait pas élection, ça ne va rien changer dans la guerre. Mais qu'il y ait d'autres personnes... Qu'il y ait élection ou pas... Oui, qu'il n'y ait pas élection, mais qu'est-ce que ça va faire pour la guerre? Pour les gens qui sont dehors, pour les gens qui sont dans la forêt. D'ailleurs, on parle tout le temps du Kivu, mais dans le Bandundu aussi, ça continue. Il y a encore des gens qui se déplacent, qui laissent leur maison parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Alors, qu'est-ce que nous voulons, nous? Nous voulons que le peuple soit apaisé, qu'il y ait à la tête du pays quelqu'un que le peuple a choisi, quelqu'un que le peuple va accompagner, quelqu'un que le peuple va aimer sans condition, quelqu'un que le peuple va écouter, à qui il va obéir et qui va protéger. Que le peuple va protéger. Parce que si tous les dimanches, le peuple ne prie pas pour vous, vous allez réussir comment? Vous êtes abandonné. D'ailleurs, ça vous énerve tous les matins quand vous vous réveillez parce que vous vous dites, d'ailleurs, ils m'ont même pas voté. Donc, ça, c'est par rapport à cette parenthèse-là que Macron est venu refermer ici chez nous. Donc, qu'il y ait des élections, qu'il y ait d'autres acteurs politiques, qu'on donne la chance à d'autres personnes qui savent qu'est-ce que c'est diriger les gens, qui puissent être là, que ce pays puisse avancer. Nous avons énormément de richesses dont nous ne profitons même pas. Moi, je demande aux mamans, est-ce que vous avez déjà vu le coltan? Jamais, pas de diamant, pas de cuivre. Elles ne savent même pas à quoi ça ressemble. C'est quand même paradoxal, c'est quand même incroyable, c'est inadmissible. Normalement, on ne devrait même pas avoir des petits gamins qui vendent des unités dans les rues. On devrait avoir des jeunes qui ont des boutiques de diamants, de coltan, de cuivre. Normalement, les Congolais ne devraient même pas travailler. Les choix, c'est quoi, d'après vous, entre la paix et les élections? On fait des élections avec ces désordres. Des élections parce qu'il y a vraiment même pas des parenthèses qu'il faut refermer par rapport à certaines compromissions, mais il y a vraiment des livres qu'il faut fermer. Il y a des livres qu'il faut fermer, des chapitres qu'il faut clore, il faut qu'on change d'acteur. Il faut qu'on change des acteurs et pour qu'on les change, il faut les élections. Les élections transparentes, si possible. C'était également la même chose sous Kabila. Kabila doit partir. On pensait qu'après Kabila, c'est les meilleurs. Les démons, c'était Kabila. Mais écoutez, on a grandi. Vous savez qu'on a grandi aujourd'hui. En fait, on se disait, l'UDPS se tapait le torse. Voilà, 35 ans ou 37 ans d'opposition et tout ça. Ben, on les a vus maintenant. On leur a donné, ils ont eu le pouvoir. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, voilà. Je dis merci que tout ça soit arrivé. Comme ça, on sait que le mystère de l'UDPS, on ne l'aura plus. Il n'y a plus de mystique autour de ce parti. On a vu qu'est-ce que ça donne. On a vu des gens de l'agression, de la violence, de l'impolitesse, le manque de respect. On a vu ça. C'est ce qu'ils nous ont donné. Ils ont continué à se comporter dans le pouvoir comme s'ils étaient encore de l'opposition. Imaginez que par exemple, tout bêtement pour l'accueil de Macron, il y a un groupe qui disait on l'accueille, il y a un groupe qui disait on ne l'accueille pas. Donc c'est ça. Et on ne peut pas continuer avec un parti comme ça. On ne peut pas continuer. Donc il faut absolument qu'il y ait des élections parce qu'il faut des nouveaux acteurs. Et il y a des gens capables. Il y a des gens capables comme vous, comme ça, il y a des gens capables. Il y a des gens intelligents, il y a des gens capables. Pas des ministres de communication qui vont faire des selfies dans un gandan tabac et tout ça, alors qu'il aurait pu rassembler des jeunes. Non, mais c'est ça. On n'en disconvient pas. Mais on est dans un pays en guerre ou pas. C'est ça. Le comportement que vous avez quand vous avez perdu votre enfant. Même à l'Est, non? Oui.
Mais l'Est peut faire. L'Est, ils peuvent encore le faire, parce que ce sont des combattants. Mais les Quinois, moi je suis désolé, un ministre de la communication, il faut communiquer avec la France. Et tout ce que vous avez trouvé de bon à faire, c'est d'aller boire une bière française. Non, il n'a pas bu. Une bière française. Mais non, mais les images sont là. Mais non, mais on va dire quoi, qu'il n'a pas bu, qu'il a juste touché, que c'était pas vraiment bandal, que c'était un montage et tout ça. On est habitué à ça. Mais il aurait pu faire comme au Rwanda, prendre des étudiants, les emmener au Palais de la Nation, discuter des problèmes de ce pays, parce qu'il y a des jeunes intelligents, des jeunes qui réfléchissent, des gens qui ont des choses à dire, des gens qui veulent comprendre c'est quoi les relations actuelles franco-congolaises. On n'est pas tous des idiots, on n'est pas tous des bêtes. Il y a des gens qui réfléchissent et qui, avec Macron en face d'eux, allaient avoir peut-être des réponses. Mais allez boire. Cette histoire de Congolais buveurs, de femmes et tout ça, BMW comme on dit, mais il faut à un certain moment que ça s'arrête. Alors, il y a une information que je dois donner sur Monsieur Alain Aleng du PPRD. C'est depuis hier qu'on ne le voit pas, je ne sais pas. Il est où? Sa femme est tellement inquiète, et ses enfants, sa famille, et même sa famille politique, les PPRD. Alors, si vous voyez Alain Aleng, les numéros est là, en tout cas, vous pourriez appeler, ou soit vous passez par Tiban, si vous avez les numéros des gens, Serge Tiban. Depuis hier, Alain Aleng, son numéro, ces numéros ne passent pas, on ne les retrouve pas. Il est introuvable, Alain Aleng. Il est au cadre au niveau du PPRD. Il est également un habitué de cette émission, je le reçois. En tout cas, toutes nos forces, chers compatriotes, où vous êtes, je pense qu'incessamment sous peu, on va découvrir où vous êtes. Alors, on parle de ce que vous organisez ensemble pour la République, ensemble avec la SID de Martin Fayoulou et puis LGD de Matata Pogno, une marche pour essayer de prôner la paix. C'est 11 mars, c'est samedi. L'idée est venue comment? C'est vrai qu'il y a la mobilisation, en fait, je ne sais pas si je pourrais dire, c'est à partir de la mobilisation générale lancée par le président de la République que vous organisez également une marche pour la paix à l'Est, ou bien l'idée était venue comment? Et même cette idée-là de vous associer avec, il y a déjà des rencontres de ces gens entre vous? Il y a des rencontres, on n'a jamais été ennemis. Donc, oui, il y a des échanges. Rencontres, c'est trop dire, mais je veux dire, il y a des échanges. Donc, on n'a pas quitté la Mouka. On n'a pas quitté la Mouka. Dans la Mouka, chaque parti peut agir pour le bien du pays comme il le ressent. Donc, oui, donc, il n'y a pas de... Jusqu'à preuve du contraire, on peut restructurer cette plateforme sans problème et on s'entend bien avec tout le monde. Donc, ça, c'est la qualité de Moïse Katumbi. C'est d'être en bon terme, de savoir, comment on dit, protéger ses relations. Donc, il n'est pas en guerre permanente avec tout le monde, comme on voit. Là, vous êtes venu au pouvoir à deux, et puis là, il se retrouve en prison, et puis c'est un voleur, et puis c'est pas un voleur, et puis on ne sait plus trop bien. Voilà, tous les proches sont en prison, voilà. Mais de notre côté, on sait comment vivre avec les autres, comment vivre avec les partenaires. Donc, c'est une discussion, je pense, qui a été prise d'un commun accord avec les autres partis. C'est très important. C'est très important de montrer au public, à la population, cette image d'unité. C'est très important de dénoncer encore, même si pour l'instant, du niveau de la communauté internationale, on a perdu quelques plumes, mais c'est très important de le faire. Et vraiment, j'invite toutes les personnes désireuses de paix, désireuses de changement, de venir, de participer à cette marche pour que, voilà, qu'on montre qu'il y a encore des gens sérieux. Il n'y a pas que des buveurs de Castel ici dans ce pays, il y a des gens sérieux, il y a des gens qui réfléchissent et qui veulent qu'on puisse s'asseoir un peu pour trouver des solutions de paix. Que tout le monde puisse devenir acteur de paix. Parce que je ne sais pas, j'ai l'impression que tout le monde attend le miracle qu'un Jésus-Christ ou je ne sais pas moi, un Messie vienne pour finir cette guerre. Ça doit être une participation vraiment nationale, une unité nationale, une pensée nationale, vraiment une implication nationale pour que ça se termine. Alors, l'itinéraire et les points de départ, les ronds-points Gaba,
en passant par les avenues de l'université, Kianza, rond-point Lemba Super, échangeur délimité, boulevard Lumumba, Sendwe, avenue Kasavubu, pour atteindre les stades Cardinal Maloula dans la commune de Kinshasa comme point de chute. Le grand travail que vous, les médias, avez à faire, à éduquer la population, on se bat pour les institutions, on ne se bat pas pour les gens. Le Congo restera, tous ces hommes politiques passeront. Là, ils ont une vision, on les accompagne parce qu'on croit et on aime cette vision. Quand on dit que oui, les politiciens protègent leurs enfants et mettent les autres enfants, les enfants des autres dans la rue et tout ça. Mais l'objectif d'une marche, c'est pas d'aller se faire tuer. L'objectif d'une marche, c'est pas d'aller se faire agresser. L'objectif d'une marche, c'est d'aller s'exprimer. C'est une marche pacifique, c'est dans nos droits, c'est dans la Constitution. L'objectif de cette marche, c'est de permettre à tous les Congolais de s'exprimer, de plus dire que non, voilà, nous sommes opprimés, on nous arrête. C'est pas d'aller se blesser. Donc quand les politiciens disent on va marcher, c'est pas, on ne vous dit pas allez vous faire tuer, on vous dit allez vous exprimer. Et les problèmes que nous vivons dans nos maisons au quotidien, c'est pas eux qui les vivent, hein. Aujourd'hui, Moïse Katumbi moi je dis toujours, il survivra à la présidence. Si on lui met les bâtons dans les roues ou qu'ils doivent se replier pour qu'il y ait la paix dans ce pays, il le fera, il survivra. Mais c'est nous qui devons travailler, c'est pour nos enfants que nous devons travailler. Moi, si je sors dans la rue, c'est pas pour Moïse Katumbi, c'est pour mes enfants et mes petits-enfants. Et tout le monde doit comprendre ça. Alors, merci beaucoup pour des précisions. Apparemment, il y a des ponts qui seraient jetés déjà pour des futures alliances. Alors, Moïse Katumbi serait-il capable de concéder sa candidature à une autre personne, par exemple à Fayoulou, à Matata Ponyo, s'il y aurait des alliances électorales? Pourquoi pas? Mais est-ce que nous, les membres, nous serons d'accord avec ça? C'est ça la question. On peut se mettre entre membres de SID et membres d'ensemble. Et puis on vote. Vous savez de quel côté ira la majorité. C'est ça la démocratie. Vous répétez un peu? Mais si on dit bon voilà, entre Martin Fayoulou, que je respecte, que j'aime beaucoup, entre Martin Fayoulou et Moïse Katumbi, voilà, on va voter. Qui sera le candidat de l'opposition? Donc vous demandez que cela ne puisse pas se passer au niveau des leaders, mais au niveau de la base. Que vous, les membres du parti, puissent voter. Si on dit voter, qui gagne? Qui gagne? Vous pensez que le travail que Moïse Katumbi a fait sur le terrain pour qu'on ait plus d'1,5 million de membres, c'est pour qu'il donne le pouvoir à quelqu'un? Même nous, on ne va pas l'accepter. Moi, je ne vais pas l'accepter. Le travail que je fais tous les jours... Vous n'allez pas accepter que Moïse concède sa candidature à Martin Fayoulou? Moi, Solange Mafuta, j'ai travaillé pour les élections de Martin Fayoulou. Je me suis battu, là chez moi, dans le Kouilou, pour Martin Fayoulou. Ce serait quand même logique que cette fois-ci, Martin Fayoulou nous rende l'ascenseur. Non. Vous croyez? Ou bien on va retravailler encore 5 ans après pour lui. Vous croyez? Moi, je ne vais pas l'accepter. Mais là, déjà... Moi, je ne vais pas l'accepter. Mais quand vous dites déjà ça, on sent que l'ego persiste entre... C'est pas une question d'ego, justement, c'est une question de solidarité. Quand quelqu'un vous a aidé une fois, il faut aussi l'aider. Ça ne peut pas toujours être, ça va toujours d'un sens vers l'autre. C'est pas ça. C'est pas ça la solidarité. La solidarité, c'est qu'on s'est battu pour récider, on s'est battu pour Martin Fayoulou, en qui on croyait. Et la première personne qui a cru en Martin Fayoulou, vous vous souvenez, c'est le chef de l'État, qui a dit que c'était le candidat du changement. Exactement. Donc, on s'est battu pour lui, pour qu'il ait, voilà, qu'il ait ce qu'il a eu. Mais... cette fois-ci, on ne peut pas refaire le même exercice pour la même personne. Dites-moi parler de quelqu'un d'autre alors. Parler de quelqu'un d'autre, mais Martin Fayoulou. Moi, je l'appelle mon oncle, mon gouachi. Je l'appelle, qui vienne nous aider, qui vienne nous soutenir, comme on l'a soutenu en 2018. Ensemble, les gens aiment Moïse Katumbi. Les gens, et c'est ça. Que Fayoulou. Et c'est ça que. Plus que Fayoulou. Martin Fayoulou, on l'aime bien, mais on a travaillé aussi pour ça. Ensemble a beaucoup travaillé pour ça. Moi, en tant que... Donc, c'est vous... Non. Si je vous comprendriez bien, c'est vous qui aviez façonné... On n'a pas façonné, mais on a beaucoup travaillé pour qu'il soit aimé comme ça. On a beaucoup travaillé. Moi, personnellement, j'ai beaucoup travaillé. Mais Moïse Katumbi a mené des actions, des grandes actions dans le Bandundu. Est-ce que vous savez qu'il a construit un hôpital là-bas? Est-ce que vous savez qu'il a construit... Non, mais je vous dis... Non. Moi, je suis du Kouilou comme lui. Donc, je n'ai aucun intérêt à dire du mal de lui ou quoi que ce soit, mais je dis la vérité. La vérité est que Moïse Katumbi... Dans le Kouilou, dans les fiefs de Martin Fayoulou, Moïse Katumbi a construit un hôpital.
Mon oncle Martin n'a jamais rien fait là-bas. C'est la vérité, c'est pas insultant. C'est juste pour vous dire que la population a besoin que les politiciens s'investissent davantage, qu'ils soient plus près de la population, pas toujours dans les discours, mais vraiment dans des actions claires et palpables, comme le fait Moïse Katumbi. Alors, merci beaucoup. Et c'est pas une question d'argent. Comme a dit JB Piana, c'est pas parce qu'il a l'argent, mais c'est parce qu'il aime les gens. On finit, en tout cas, bon, en fait, tout le monde est un peu dans moi, retard, mais on finit en tout cas en 1 minute. Qu'est-ce que Moïse Katumbi pourrait faire de mieux que Félix? Il a une expertise. Il a déjà dirigé, il a déjà travaillé, il sait c'est quoi. Qu'il était avant. Non, c'est lui. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Non, mais ça n'a pas disparu. Ça n'a n'a pas disparu, c'est dans lui, dans son ADN. Il a un leadership transformationnel. Ça veut dire que ce gars peut prendre des cacahuètes et en faire de l'huile de palme, de l'huile d'arachide. Il a un leadership comme ça. Il transforme les choses. Il va créer des industries. Il va nous permettre de travailler, de transformer, de raffiner, de faire nous-mêmes des choses qui vont faire qu'il y aura des emplois qui seront créés. C'est un entrepreneur, donc ça veut dire qu'il va créer d'autres entrepreneurs. Les millionnaires congolais, on ne les a pas vus. On a vu des détourneurs congolais jusque-là. Ce qu'il a fait au Katanga, il a enrichi cette province. Et c'est le Katanga qui a nourri pendant des années cette république. Donc ça veut dire qu'il sait comment faire. Et il le fera mieux que tous ceux qui sont là aujourd'hui, qui sont en train de tâtonner, qui sont en train d'essayer. Mais tout le monde, tout le gouvernement, de haut en bas, il essaye de faire des choses. Il essaye. Il n'y a pas encore une seule mesure qui a été prise définitivement, voilà, et on s'en tient à ça. On essaye des choses. En termes de compétences entre Félix, le président, et Katumbi, en termes de compétences, qui est meilleur? Mais Moïse Katumbi est très, très, très compétent. Il est très, très compétent. Mais il a combien d'années d'expérience derrière lui? Combien d'années? De gouvernance, d'entreprise, il plante. Quand on dit ici les discours clos, ou je ne sais pas, des discours farfelus, que le Congo doit vivre des champs et tout ça. Mais qui a déjà fait un champ ici chez les politiciens? Mais lui, chez lui, il a ça. Vous allez à la table de Moïse Katumbi, tout ce qu'il mange, ça vient de ses champs. Et c'est un homme comme ça en qui moi j'ai confiance. Parce qu'il ne dit pas des choses pour faire plaisir aux gens. Il a son riz, il a son maïs, il a ses viandes, il a ses poules, il a ses choses. Donc voilà, ça veut dire que s'il fait une ferme comme cette ferme qu'il a là-bas au Katanga, qu'il en fait 26 parce que c'est totalement faisable, c'est pas extraordinaire. Mais là c'est après qu'il soit... C'est totalement faisable. Mais tout ça, il a fait après être gouverneur au niveau du Grand Katanga. Il l'a fait ou pas? Après... Mais il l'a fait ou pas? Et maintenant qu'il n'a même aucun pouvoir, il le fait. Donc le président également, après sa présidence... Mais même, ça c'est une vision. En fait, je ne sais pas pourquoi les gens ne copient pas ceux qui marchent. Il aurait pu le faire. 26 fermes dans toutes les provinces. 26 fermes et on pourra manger sans problème. Merci. Et il faut savoir qu'un ventre affamé n'a point d'oreille. Tant que les Congolais auront faim, ils n'écouteront rien. Alors on veut des gens qui ont des visions claires, pas des illusions. On veut des gens qui ont des idées, on veut des gens qui travaillent, on veut des gens qui ont de l'expérience, de l'expertise. On ne va pas nous faire croire dans ce pays qu'il n'y a pas de personnes compétentes. Il y en a, alors qu'on aille les chercher, qu'on les mette là où il faut pour qu'ils puissent faire avancer ce pays. Merci beaucoup. Malheureusement, les temps... nous est imparti, touche à sa fin. Comment vous voyez, vite fait en tout cas, étant crétinoise, la gestion de Ngobila? Catastrophique, calamiteuse, c'est une calamité. Déjà, je ne sais pas comment il a atterri là-bas au gouvernement. Je ne sais pas du tout comment, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas c'était quoi sa vision. Je ne sais pas Normalement, pour qu'un gouverneur soit élu, je pense qu'il est venu avec un plan d'action parce qu'il sait qu'il a trouvé une ville insalubre. Il sait qu'il va diriger une ville où les gens construisent n'importe où, sur les câbles électriques, sur les tuyaux de la régie des eaux et tout ça. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a? Comment il a séduit le chef de l'État pour que le chef de l'État puisse signer qu'il soit gouverneur? Mais il a été élu au niveau de l'Assemblée provinciale. Je ne pense pas qu'il y ait 10 personnes ou 10 députés de cette ville qui peuvent voter Ngobila comme gouverneur. Qui pourrait être compétent au niveau de l'ensemble plus que Ngobila? Il y en a plein. Ah non, mais il y en a plein. Il y a plein de gens chez nous là-bas. Des gens compétents. Il y en a beaucoup. Plus que Gentini Ngobila. Mais Gentini, on ne peut même pas le mettre dans une liste de compétences parce qu'il est bon à rien.
Donc, moi, je ferai mieux que lui d'ailleurs. Moi, ça m'intéresse ce poste-là. L'émission est finie. Moi, je ferai beaucoup mieux que lui. Je l'affirme. Vous ferez quoi? Je l'affirme. Parce qu'à Kinshasa, il ne faut même pas avoir tout plein de projets. Il faut commencer par deux choses. Assainir la ville et l'éclairer. Déjà. C'est ce qu'il fait. Déjà, on est dans le bon. C'est ce qu'il fait, non? 4 ans après, il y a éclairage, non? Je ne sais pas. Il y a assainissement. On paye 1% dans nos factures, dans toutes nos factures d'électricité pour l'éclairage de la rue ou des routes, ou je ne sais pas, de la ville. Mais à part les 10 sapins qu'il a mis là, qui commencent déjà aussi à mourir petit à petit depuis décembre. Vous mais je ne vois pas. Je ne vois pas. Mais c'est tout ce qu'il peut faire, en fait. C'est tout ce qu'il peut faire. Il est incompétent, je le dis, vraiment, je regarde face à la caméra. Il est incompétent, c'est un bel homme. Les femmes l'aiment beaucoup, voilà. C'est la qualité qu'il a, ça je le dis, je l'avoue. Les femmes aiment beaucoup. Mais à part ça, niveau compétence, au niveau de la ville, Papa Fati, il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là, c'est une honte pour ce pays. Merci beaucoup. En plus, gouverneur, il n'a pas su gérer Yumbi. Une petite ville de 2 rues, comme ça, il n'a pas su gérer et on le met dans Kinshasa. Ça, c'est nous manquer de respect. C'est manquer de respect aux Kinois. J'ai recevé pour vous Solange Mafouta, présidente adjointe de la Ligue des femmes Ensemble pour la République. Nous avions passé en revue presque toute l'actualité politique. Également, nous avions parlé du 8 mars. Merci également à vous tous qui êtes nombreux à suivre cette émission chaque jour. Merci à l'équipe technique. Luisons aujourd'hui tout feu, tout flamme. À ta seconde montée du bande. Depuis M. Banda Souka. Merci à Belgodon. Merci à Charlie. Merci également à Fia Lungela et Emmanuel. Je suis Xami Clégan, que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer. Également, relais YouTube, Peter Tiani. RDC, bon séjour toujours à Peter Tiani où j'ai vu les images avec Boketu. Au revoir.